Qu'est-ce qui a poussé votre enfant handicapé à parler pour la première fois? Mon fils n'avait pas composé une seule phrase depuis 3 ans. Et pourtant, le matin de sa rentrée au lycée, je l'ai vu avancer jusqu'à l'entrée, assis dans son fauteuil roulant, l'air déterminé. 3 heures plus tard, tout a basculé. Un appel soudain. Madame Gladwell, votre fils est à l'infirmerie. Il s'est passé un incident. En arrivant, je l'ai trouvé allongé sur un brancard, les vêtements déchirés, les bras couverts d'hématomes. Plus de fauteuil, il avait disparu. L'infirmière évitait soigneusement mon regard. Que s'est-il passé? Certains élèves prétendent qu'il jouait de seulement, a-t-elle esquivé. Mais il a dû rejoindre sa classe sans fauteuil. Aller en classe, comment? En rampant, a-t-elle avoué, presque en murmurant, comme si susurrer adoucissait l'horreur. Dans le hall principal. Et d'autres l'ont filmé. Mon fils, celui pour qui tenir un stylo avait été une victoire arrachée à des mois de rééducation, avait été obligé de ramper à même le sol sale du lycée, sous les regards et les rires de ses camarades adolescents, certains le filmant même. La peau de ses mains était complètement abîmée, son pantalon arraché aux genoux. Mais où est passé son fauteuil roulant? On l'a retrouvé jeté dans la benne derrière le gymnase, les roues tordues. Une envie de hurler m'a saisie, mais je me suis accroupie près de lui. Il fuyait mon regard, émettant ce petit bruit rauque qui annonçait qu'il était au bord de la crise. Qui a fait ça? À ce moment-là, le proviseur, Monsieur Garrett, a fait son entrée. Nous menons une enquête, mais les élèves impliqués disent être ses amis, qu'ils voulaient l'aider. L'aider vraiment en lui volant son fauteuil? Ils soutiennent que ces traces, et il a désigné les bleus sur les bras de mon fils, étaient déjà là, qu'elles venaient de chez vous. L'ambiance est soudainement devenue glaciale. Pardon? Ils vous accusent, vous et votre mari, de le maltraiter. Ils prétendent qu'ils cherchaient à le protéger, à prouver ce qu'ils avancent. Ah, c'est grotesque. Vous trouvez? Soudain, une femme très stricte, tailleur impeccable, tablette sous le bras, fait irruption. Je suis Marisa Ferreira des services de protection de l'enfance. Plusieurs signalements mentionnent les blessures de votre fils. Les mêmes élèves qui l'ont agressé? Des élèves se disent inquiets, affirment avoir vu des maltraitances répétées, corrige-t-elle de son ton neutre. Nous devons entendre votre fils. Mon fils se balançait tout doucement, tic rassurant pour lui. Marisa griffonnait inlassablement. Il est souvent agité chez vous? Il l'est parce qu'il a été agressé aujourd'hui. Madame Gladwell, ses élèves, Morgan Evans, Chris Brennan, Vince Park, tout le monde en parle comme de bons élèves. Jamais un seul souci. Pourquoi mentirait-il? Et là, tout s'éclaire. Morgan Evans, le fils du chef d'établissement. Chris Brennan, dont la famille possède la moitié de la ville. Vince Park, déjà admis à Yale. Je comprends. Allez-y, posez-lui vos questions. Demandez-lui ce qu'il s'est passé. Marisa m'observe, dubitative. L'école dit qu'il parle très peu. Il communique. Il suffit qu'on le laisse le faire à sa manière. On s'est retrouvés dans une petite salle de réunion. Mon fils était assis sur un vieux fauteuil d'infirmerie, bien trop petit pour lui creusant le dos. Marisa a commencé l'interrogatoire. Quelqu'un vous fait-il du mal à la maison? Silence total. Vous sentez-vous en sécurité avec vos parents? Pas un mot. Il continue de se balancer. Si vous nous dites la vérité, on peut vous protéger. Là, il a vacillé, cherché ses mots, ouvert la bouche, puis l'a refermée, encore une fois. Et puis, d'une voix faible, distincte, un « non » a jailli. Son tout premier mot depuis 3 ans. Marisa s'est penchée. « Non, vous n'êtes pas en sécurité? Non » plus fort. Mais, parents, mon cœur s'éclatait, non parce que je croyais qu'il cachait quelque chose, mais tant je connaissais l'effort immense qu'il fallait à mon fils pour trouver ces mots. Mes parents ne m'ont jamais fait de mal. À chaque mot, ils luttaient comme si parler était une souffrance physique. Jamais, jamais, jamais. Les larmes coulèrent sur son visage. Il m'aide, il m'aime. Alors, qui vous a fait ça? Demande Marisa, plus attentive tout à coup. Mon fils désigne la porte du doigt, où Morgan et ses copains attendent, hilars, rivés à leur téléphone. Eux, murmure-t-il, jetés, sol, frappés, pris fauteuil. Pourquoi n'avoir rien dit? Mon fils la regarde, presque interloqué, et pour la première fois depuis des années, il explique d'un souffle. Qui croirait l'enfant qui ne parle pas? Je vois le visage de Marisa changer. Il y en a d'autres? D'autres enfants blessés par eux? Il hoche la tête, puis, dans un geste inédit, attrape un stylo, ses doigts tremblants, et se met à écrire plusieurs noms. Parmi eux, nos voisins, des profs, et mon propre père. À cette vue, une nausée me saisit. Sur la liste, il vient d'inscrire le nom de mon père. Soudain, je revois 3 ans de remarques sur le fait de l'endurcir, le protéger, juste ce qu'il faut. Tout prend un sens différent. Je n'ai même pas le loisir de réagir. Marisa lit les noms, le visage du proviseur vire au blanc. J'attrape la main de mon fils et annonce à Marisa que nous allons à l'hôpital pour qu'il soit examiné. Elle ne proteste pas, promet seulement de nous contacter le lendemain. Au moment où je pousse le vieux fauteuil grinçant vers la sortie, les élèves s'arrêtent. Certains dégainent leur téléphone pour filmer. Mes mains tremblent sur les poignets. Je continue d'avancer, le porte jusqu'à la voiture, l'installe sur le siège passager. Le fauteuil ne passe pas, il faudra revenir. 15 minutes de trajet jusqu'aux urgences, et mon fils muet qui ne lâche pas la fenêtre des yeux, les joues barrées de larmes séchées. Une infirmière aperçoit nos vêtements déchirés, les bleus, nous fait entrer sans tarder. Elle demande ce qui s'est produit, j'explique l'agression, le vol du fauteuil, mon fils obligé de ramper. Elle note scrupuleusement tout,
puis file chercher quelqu'un du service médico-légal. 20 minutes plus tard, une femme en blouse se présente, calme, douce. Je m'appelle Leila Jenkins. Il y a dans sa voix une chaleur qui me donne, pour la première fois depuis des heures, l'impression que quelqu'un va enfin comprendre ce que traverse mon fils. Elle explique qu'elle va photographier et documenter chaque blessure, établir un dossier médical pour une éventuelle plainte, puis me demande doucement la permission avant d'examiner mon fils. Leila a d'abord examiné ses mains, les tournant pour bien montrer les paumes écorchées, pleines des saletés du couloir. Elle a pris des photos sous tous les angles, griffonné des notes sur sa tablette et décrit les blessures avec une précision qui donnait à la fois le vertige et un poids de réel inquiétant. Ensuite, elle s'est arrêtée sur les genoux déjà à vif, le pantalon déchiré laissant apparaître la peau criblée de petits morceaux coincés dans les plaies, qu'elle nettoyait prudemment en expliquant chaque geste à voix basse à mon fils. Les ecchymoses sur ses bras, nettement marqués par des doigts, ont eu droit au même protocole. Photos, mesures, observations minutieuses, preuve évidente qu'on l'avait empoigné sans ménagement. Elle a ensuite examiné ses jambes, repéré les traces rouges des accoudoirs du fauteuil trop étroit, chaque marque devenant un élément de plus contre la négligence du matériel. Toute cette procédure a duré plus d'1 heure. Mon fils est resté étonnamment calme, poussant juste parfois un gémissement étouffé lorsque Leila touchait les zones les plus sensibles. Quand elle a enfin terminé, le soleil commençait déjà à décliner derrière les vitres de l'hôpital et mon mari a fait irruption, visiblement paniqué, encore en tenue de l'usine. Il avait reçu mon message et s'était précipité sans détour. On s'est retrouvés dans le couloir pour parler à voix basse, surpris tous les deux de nous entendre si fort dans le silence pesant des lieux. Il voulait savoir s'il fallait attendre de voir comment l'école réagirait avant de consulter un avocat, inquiet pour l'argent bien sûr, mais surtout à l'idée qu'on envenime la situation pour notre fils en allant aussi loin. Pendant qu'il parlait, je défilais déjà sur mon téléphone la liste des avocats spécialisés dans le handicap, persuadé que l'école ferait bloc derrière ces garçons aux parents bien placés et ne lèverait pas le petit doigt pour notre enfant. Il répétait qu'il valait mieux laisser l'école essayer d'arranger les choses, qu'on risquait de tout foutre en l'air en leur sautant dessus façon commando judiciaire, mais moi je n'arrivais pas à oublier la tête de Monsieur Garrett quand ces gamins nous ont craché leurs mensonges dans la figure, ni le rire du fils du proviseur dans le bureau alors que mon fils tremblait devant les services sociaux. Plus la discussion avançait, plus la voix de mon mari devenait tendue. On faisait tous les efforts du monde pour ne pas hausser le ton de peur que notre fils n'entende qu'on se déchire déjà, et finalement il a lâché. D'accord, cherche un avocat, mais je ne suis pas convaincue que ce soit la bonne solution. J'avais tellement envie de lui crier qu'il n'y a pas de bonne manière de réagir quand ton fils se fait agresser à l'école puis qu'on ose t'accuser de maltraitance à la maison, mais je me suis contentée de hocher la tête et de lui promettre qu'on trouverait ensemble une solution. Ce soir-là, après avoir tout organisé et couché notre fils, je suis partie seule au commissariat tandis que mon mari restait à la maison. L'inspecteur qui a pris ma plainte avait ce visage fermé, professionnel, limite froid, mais au moins il prenait mon récit au sérieux, notant chaque détail, le vol du fauteuil, les couloirs parcourus à 4 pattes, les vidéos, les blessures, le fauteuil amputé retrouvé dans la benne. Il acquiesçait en pianotant sur son ordinateur et m'a expliqué que ce genre d'affaires impliquant des mineurs était toujours épineux, d'autant plus quand on prétend avoir voulu aider et que la victime ne peut pas s'exprimer facilement. Il m'a quand même assuré que l'enquête serait rigoureuse, qu'il visionnerait les vidéos, interrogerait tout le monde et m'a donné un numéro de dossier. Je lui ai demandé ce que risquaient les garçons. Il a répondu que tout dépendrait du parquet. Ça pouvait aller du simple programme de sensibilisation jusqu'à des poursuites, selon ce qu'il découvrirait. L'entretien a duré 40 minutes, et je suis repartie avec l'impression d'avoir dénoncé quelque chose que personne n'a vraiment envie de voir. Le lendemain, à 8 h, c'est Marissa des services sociaux qui m'appelle, m'annonçant la couleur, visite à domicile obligatoire, ce qu'elle a qualifié de plan de sécurité préliminaire, mais qui m'a d'un coup donné la nausée au beau milieu de ma cuisine. Il voulait inspecter toute la maison, parler séparément à chacun, observer comment on se comportait avec notre fils, jeter un œil à sa chambre, au contenu du frigo, aux dossiers médicaux. J'ai accepté, je n'avais de toute façon pas le choix, mais rien que l'idée qu'on puisse nous soupçonner m'a donné des envies de balancer mon téléphone contre le mur. Marissa a fixé la visite dans les 48 heures et m'a rappelé l'importance de coopérer. J'ai répondu que bien sûr, nous n'avions rien à cacher, mais à l'intérieur j'avais déjà le vertige à l'idée de voir des inconnus juger notre famille et notre façon d'être parents. Une fois le téléphone raccroché, je me suis assise et j'ai commencé à dresser la liste de tout ce qu'il restait à faire, en tête de laquelle brillait en majuscule « Trouver un avocat expert du droit du handicap et de l'éducation ». J'ai lancé un appel à l'aide sur le groupe Facebook des parents du collège, résumant la situation et demandant s'il y avait, dans le lot, quelqu'un qui pourrait me conseiller un bon avocat. Une maman avec qui j'avais à peine échangé le moindre mot, dont l'enfant était dans une classe voisine, m'a envoyé en privé le nom de Véronica Fischer et un numéro. Elle m'a confié que Véronica avait mené un combat difficile pour leur famille 2 ans avant, et qu'elle était à la fois redoutable et profondément humaine, exactement ce qu'il nous fallait. J'ai appelé, la voix tremblante, tentant de tout expliquer sans m'effondrer, racontant que mon fils s'était fait traîner à 4 pattes dans les couloirs sous le regard des copains hilars,
caméra au point. Véronica m'a rappelé en moins de 2 heures, en disant qu'elle avait déjà entendu parler de l'affaire par le bouche à oreille des parents et qu'elle était prête à nous défendre. On s'est donné rendez-vous pour le lendemain. Elle m'a demandé de rassembler tous les documents possibles, les mails avec l'école, les dossiers médicaux, les photos. À la fin de l'appel, pour la première fois depuis des jours, j'ai eu la sensation d'avoir enfin quelqu'un à nos côtés, prêt à se battre pour nous, au lieu de vouloir étouffer toute cette histoire en silence. Cette nuit-là, mon fils a fait une crise terrible en se découvrant dans le miroir de la salle de bain. Ses bleus étaient en passé au violet, les petites plaies sur ses mains commençaient à former des croûtes, et rien que de se voir dans cet état, c'est comme si tout ce qu'il avait contenu jusque-là s'était fissuré d'un coup. Il s'est mis à se balancer violemment, ses sons gutturaux annonçant qu'il perdait pied. Alors je me suis assise avec lui sur le carrelage glacé. Je n'ai pas essayé de l'arrêter ni de le pousser à parler. Je suis simplement restée près de lui, ma voix douce et constante, attentive à l'accompagner pendant cette tempête. Les minutes se sont étirées, puis les heures. Peu à peu, il s'est apaisé. Ses mouvements se sont faits moins brusques. Les bruits ont diminué jusqu'à ce qu'il se laisse aller contre moi, épuisé. À cet instant, sur ce sol, j'ai compris que ce traumatisme collerait à sa peau, quelles que soient pour les avancées en justice. Même si ces garçons étaient impunis, même si l'école prenait enfin ses responsabilités, jamais mon fils ne se déferait de ce poids. Le lendemain, j'ai vu Véronica dans son bureau du centre, un endroit exigu croulant sous les dossiers entassés et les affiches colorées sur les droits des personnes handicapées. Elle a tout noté, minutieuse, écoutant sans m'interrompre, me posant parfois des questions très précises sur les dates ou les courriers. Ensuite, elle m'a détaillé toutes les pistes qu'on pouvait envisager. Manque d'aménagement, atteinte au droit à une scolarisation adaptée, plainte pour discrimination, poursuite pour agression. Elle n'a pas masqué la difficulté. Ces garçons étaient bien protégés, certains avaient des parents influents, dont le fils du proviseur, et de solides appuis dans le réseau local. Malgré tout, son assurance, la conviction que notre dossier était solide, que nous avions des preuves et la loi de notre côté, m'a rendu espoir. Elle m'a expliqué qu'elle commencerait par demander la préservation des preuves, puis que nous monterions notre dossier ensemble. J'ai signé sans hésiter, sans même jeter un œil au montant, tant j'avais besoin d'avoir une alliée de sa trempe pour défendre mon fils. Ce jour-là, en jetant un œil à mes mails, j'ai trouvé un message du rectorat adressé à toutes les familles. Il évoquait un malencontreux malentendu entre élèves et mettait en avant le leadership de l'établissement et son engagement pour la résolution des conflits. Pas le moindre mot sur l'agression, rien sur le fauteuil volé, pas un mot sur un élève handicapé contraint de ramper au sol. Des formules aseptisées sur de simples incompréhensions, le tout enrobé dans des valeurs du district. J'ai transféré le mail à Véronica, mes mains tremblaient, et elle m'a aussitôt répondu que c'était typique. Ils tentaient déjà d'installer leur propre version des faits pour minimiser l'affaire, avant même qu'on ait eu le temps de s'exprimer. Le soir même, une courte vidéo est apparue sur un groupe Facebook local, postée anonymement. On y voyait mon fils, au sol dans les couloirs de l'école, encerclé d'élèves en train de filmer. L'angle montrait son visage, la panique, l'incompréhension, et sa lutte pour avancer tant bien que mal sur ses mains blessées. Je n'ai pas pu la regarder plus d'une fois. Ça m'a retourné l'estomac. L'idée que des inconnus voient mon fils ainsi me donnait envie de supprimer tous mes comptes. Je l'ai quand même envoyé à Véronica, qui m'a appelé dans la foulée. Cette vidéo publique, disait-elle, renforçait notre dossier. Désormais, impossible pour l'école de prétendre qu'il s'agissait d'une simple querelle entre amis. Il existait des images, des témoins, une trace indéniable. Mon fils l'a reçu lui aussi, envoyé par un camarade. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu son téléphone éclater violemment contre le mur. Alors je me suis précipitée dans sa chambre. Il se frappait la tête avec les 2 poings et j'ai saisi ses mains, appelé son père. Ensemble, on a employé tout ce qu'on avait appris en année de crise. Détourner ses gestes, garder la voix posée, évitant de le retenir de force, ce qui empirait souvent la chose, juste rester près de lui, le temps que la tempête passe. On a tenté son application de communication, sans succès. Il n'arrivait pas à se concentrer, continuait à se cogner et à se bercer jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement contre moi. Mon mari et moi, on s'est échangé un regard au-dessus de la tête de notre fils, et sans rien se dire, j'ai su qu'on avait la même pensée. Ces garçons et l'école allaient y répondre de ce qu'ils lui avaient fait. Un peu plus tard, j'ai eu sous les yeux cette liste où figurait le nom de mon père, et j'ai senti mes tripes se nouer. Les autres noms étaient ceux de profs, d'un voisin, des gens dont je pouvais affronter le regard. Mais voir l'écriture de mon père, j'ai eu la nausée. J'ai replié la feuille pour cacher les noms aux autres dans la salle, j'ai remercié Marisa et j'ai embarqué mon fils aussi vite que possible. Sur le trajet du retour, le silence régnait. Il était vidé d'avoir autant parlé. Et moi, sonnais en réalisant que mon propre père avait pu lui faire ça, sans que je n'ai jamais rien soupçonné. Impossible de fermer l'œil cette nuit-là. Je ressassais toutes les fois où j'avais laissé mon fils seul avec lui, convaincu qu'il était en sécurité. Le lendemain matin, j'ai appelé Véronica au saut du lit, avant même que mon fils ne se réveille, pour lui parler de ce nom sur la liste. Elle a tout écouté calmement, puis m'a assuré qu'elle enverrait dans la journée les lettres pour geler les preuves à tous les concernés. Je l'entendais déjà taper au clavier, lançant les notifications officielles. Elle m'a expliqué qu'elle préviendrait le rectorat, les familles des 3 garçons, l'inspecteur, le conseil d'établissement, les avocats du district. Dans ses courriers, elle leur demandait de conserver absolument tous les éléments. Vidéos, messages, mails, dossiers disciplinaires, peu importe,
Rien ne devait disparaître. Elle voulait qu'il soit clair pour tout le monde que cette affaire ne serait pas étouffée, que nous étions bien décidés à aller jusqu'au bout. J'ai tout approuvé. J'ai raccroché avec la sensation d'avancer enfin, même si ça me rendait malade à cause de mon père. Plus tard dans l'après-midi, Marisa est venue pour sa visite à domicile planifiée. Tablette à la main, expression neutre de circonstance, elle a inspecté la maison de fond en comble, interrogeant sur notre quotidien, notre façon de poser des limites à notre fils, son suivi médical. J'ai répondu honnêtement, tout en ayant l'impression d'être sur la sellette dans ma propre maison. Elle a ouvert le réfrigérateur, jeté un coup d'œil à l'intérieur, sûrement pour s'assurer qu'il y avait de quoi manger. Ensuite, elle est entrée dans la chambre de mon fils, a inspecté son lit, tout son matériel médical, les dispositifs pour communiquer. Elle m'a demandé de voir ses dossiers de santé, alors j'ai sorti ce gros classeur où j'accumule depuis des années comptes rendus, bilans, séances chez les spécialistes ou avec les thérapeutes. Marisa a tout parcouru méthodiquement, prenant soin de noter la moindre information, puis elle s'est renseignée sur les médicaments, l'emploi du temps, qui s'occupe de lui et à quel moment. Chaque question sonnait comme un reproche à peine voilé, même si elle gardait un ton absolument neutre. Mon mari est rentré à la moitié de la visite, et j'ai tout de suite vu à sa tête qu'il se raidissait en découvrant Marisa installée à la table, entourée de nos papiers étalés devant elle. Lui aussi s'est prêté au jeu, décrivant comment on répartissait les soins, comment s'organisaient les rendez-vous, la manière dont on gérait les crises de notre fils. Tout ça a duré près de 2 heures, et à la fin, j'étais lessivée, écœurée de devoir me justifier comme si on était suspect d'abuser de notre propre enfant. Ce soir-là, sitôt Marisa partie, alors que je préparais le dîner, mon téléphone a vibré. Un message Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas, Glenn Caldwell. J'ai failli ne pas ouvrir. J'imaginais déjà une arnaque, mais l'aperçu parlait de droits des personnes handicapées, d'école et d'éducation. J'ai cliqué, j'ai lu qu'il était journaliste au quotidien local et qu'il enquêtait sur ce que mon fils avait subi. Il me demandait si j'acceptais de lui en parler. Il voulait raconter la vérité, montrer comment l'école abandonnait les élèves comme le nôtre. Longtemps, je suis restée à fixer ce message sans réussir à me décider. J'étais tentée de dire oui, pour qu'enfin quelqu'un dévoile ce que ces garçons avaient fait et que l'école avait laissé passer. Mais j'avais aussi la trouille de mettre notre fils en avant dans les journaux, d'en rajouter à l'attention, au jugement. J'ai répondu à Glenn que j'avais besoin d'y réfléchir, que je devais en parler à mon avocate, puis j'ai fermé Facebook pour essayer de finir le repas. Le lendemain matin, j'ai reçu un coup de fil d'un numéro inconnu. Une femme, au bout du fil, me demande si je suis bien la mère de l'élève blessé au lycée. Je me suis tendue d'un coup, certaine que c'était encore une attaque ou une accusation. Mais non, elle m'a expliqué que sa fille était autiste, qu'elle était dans le même établissement, et elle tenait simplement à ce que je sache que Morgan et sa bande s'étaient aussi moqués de sa fille, à plusieurs reprises cette année. Elle m'a raconté les incidents à la cantine, dans les couloirs, les remarques blessantes quand sa fille s'auto-stimulait, les moqueries sur ses difficultés à comprendre le groupe. Chaque fois qu'elle avait alerté l'école, on lui avait répondu que c'était juste des taquineries de garçons, rien de bien méchant. Elle m'a confié qu'elle n'osait pas se manifester officiellement. Sa fille était en terminale. Il ne restait que quelques mois. Elle ne voulait pas risquer son bac ni la voir encore plus isolée. Mais elle voulait que je sache que je n'étais pas seule, que ce genre de comportement était loin d'être un cas isolé, que Morgan blessait d'autres enfants et qu'il s'en sortait toujours grâce à l'influence de son père. Quand j'ai raccroché, je suis restée un moment, partagée entre un soulagement amer d'apprendre que je n'étais pas folle, que le problème allait bien au-delà de notre fils, et la colère en réalisant que rien ne changeait, que d'autres en souffraient, que l'école protégeait toujours les bourreaux. Ce soir-là, pour la première fois depuis le début, mon mari et moi, on s'est vraiment disputés. Il avait été là jusqu'ici, mais dès que je lui ai parlé de Glenn, le journaliste, et de mon idée de témoigner, il a blêmi. Il répétait qu'il craignait que notre fils soit exposé, qu'on attire la curiosité malveillante, que les familles des harceleurs s'acharnent contre nous si tout ça sortait dans la presse. Je lui ai répondu que ce silence, justement, c'était ce qui permettait à des garçons comme Morgan de continuer à nuire à l'abri du regard public, que la seule façon d'obtenir du changement, c'était parfois d'en parler franchement. On s'est disputé plus d'1 heure, chacun camponnait sur ses positions. Lui, il voulait juste protéger notre cocon, préserver notre tranquillité. Moi, j'estimais que pour protéger notre fils, il fallait prendre la parole, empêcher que ça se reproduise. Rien n'a été résolu ce soir-là. On s'est couchés fâchés, chacun tourné de son côté, et j'ai ressassé mes angoisses dans le noir, la boule au ventre, incapable de chasser ce nouveau tourment. Le lendemain, en consultant mes mails, j'ai découvert un message de l'école proposant un rendez-vous pour discuter d'une soi-disant justice restaurative. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai lu leur projet, de plus en plus abasourdi. Ils voulèrent qu'on organise une rencontre entre mon fils et les élèves en cause, qu'ils discutent tous ensemble pour essayer de reconstruire du lien. La cerise sur le gâteau, ils suggéraient que l'un de ces garçons puisse devenir le buddy de mon fils pour faciliter son intégration, comme s'il suffisait de leur coller un badge pour les transformer en amis. J'ai relu plusieurs fois, incertaine de bien comprendre l'assurance dont ils faisaient preuve. Ils espéraient vraiment que mon fils s'assoie à la même table que ceux qui l'avaient poussé hors de son fauteuil, filmé à ramper, accusé ses propres parents de maltraitance et discute gentiment de ses émotions, qu'un de ses agresseurs devienne, en prime,
son référent dans l'école. J'ai transféré le mail à Véronica, en tapant pour objet « Ils sont sérieux ?» les mains tremblantes de rage. La réponse n'a pas tardé. Véronica m'a expliqué que ce genre de manœuvre était monnaie courante dans les institutions, pour esquiver leurs responsabilités et transformer une agression en simple histoire de relation à réparer autour d'un café. Selon elle, les écoles adoraient la justice restaurative pour éviter de sanctionner vraiment, tout en affichant un vernis de modernité et de prise en compte des traumas. Elle a rédigé une réponse ferme pour refuser leurs propositions et réaffirmer qu'on attendait une enquête digne de ce nom, avec de vraies sanctions à la clé pour les responsables. Après avoir lu sa lettre, je l'ai aussitôt approuvée et j'ai répondu avec un véritable sentiment de soulagement. J'étais rassurée de constater que je n'étais plus seule, qu'il y avait quelqu'un à mes côtés qui savait manier leur langage et qui ne se laisserait pas berner par leur jargon pseudo-thérapeutique ni par leur empathie de façade. Ce soir-là, après le dîner, je me suis posée avec mon fils, repensant à ce que m'avait dit Léla, l'infirmière. Y aller doucement, poser les bonnes questions et surtout laisser le temps qu'il faut. J'ai allumé sa tablette pour ouvrir son appli de communication, puis je lui ai demandé s'il y avait d'autres personnes qui lui avaient fait du mal et dont je devrais être au courant. Il m'a dévisagé longuement avant de commencer, lentement, à taper sur l'écran avec des doigts qui tremblaient. Il a mis près de 20 minutes à écrire, effacer, recommencer, concentré à en froncer les sourcils. Quand enfin il m'a tendu la tablette, j'ai découvert la liste de noms qu'il avait écrite. Certains me disaient déjà quelque chose, d'autres étaient nouveaux pour moi. Et de nouveau, j'ai vu apparaître le nom de mon père, cette fois écrit sans ambiguïté, et j'ai ressenti mon cœur se briser, encore. Je lui ai demandé s'il voulait m'expliquer ce qui s'était passé avec son grand-père. Il a tapé quelques courtes phrases, racontant comment mon père lui serrait les bras trop fort, lui criait dessus quand il s'auto-stimulait, le traitait de faible en répétant qu'il fallait s'endurcir. Chacun de ces mots m'a transpercé. Une fois mon fils couché ce soir-là, j'ai appelé mon père, la gorge serrée et les mains moites en composant le numéro. Dès qu'il a décroché, je suis allée droit au but. « Est-ce que tu as déjà fait du mal à mon fils ?» Un silence interminable a suivi, puis mon père a fini par dire qu'il voulait seulement lui apprendre à devenir plus résistant. Il prétendait que le surprotégé ne l'aiderait en rien à affronter la vie, qu'il fallait parfois se montrer dur pour que les enfants comprennent. En entendant ces justifications, un froid glacial m'a envahi. Je lui ai annoncé qu'il n'était plus le bienvenu auprès de mon fils, qu'il devait désormais garder ses distances avec notre famille. Il a tenté de se défendre, la voix tendue, mais j'ai raccroché avant qu'il poursuive. Je suis restée assise dans la cuisine, dans le noir, en larmes devant la relation que je croyais avoir, le père que je croyais connaître. Le lendemain matin, un mail m'attendait, signé Ahmed Clark, membre du conseil d'administration de l'école, un nom qui ne me disait rien. Il expliquait avoir eu vent de la situation de mon fils et me proposait un entretien discret pour évoquer ce qu'on pourrait mettre en place. J'ai relu son message à plusieurs reprises, directement sur mes gardes. Était-il sincèrement inquiet ou cherchait-il seulement à étouffer l'affaire? Le district cherchait-il à me neutraliser avec un interlocuteur rassurant? J'ai transféré le mail à Véronica pour avoir son avis. Elle m'a rappelé rapidement. Selon elle, l'implication d'un membre du conseil pouvait nous être utile, à condition de rester prudente, qu'on devait accepter la rencontre, mais se garder de tout dire au cas où cela se retournerait contre nous. Elle m'a conseillé d'écouter plus que de parler, pour jauger de quel côté il se situait vraiment. J'ai finalement répondu à Ahmed que j'acceptais le rendez-vous, le doigt hésitant avant de cliquer sur « Envoyer », me demandant si je ne faisais pas une erreur. Le lendemain, j'ai pris la voiture pour rejoindre le café qu'Ahmed avait proposé, un petit établissement près des bureaux du district. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si le choix du lieu était stratégique. Il était déjà là, assis dans un coin, la quarantaine, polo et pantalon beige, l'allure bien plus celle d'un père de famille, à la sortie d'un match de foot que d'un membre du conseil. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, m'a serré la main franchement, puis on s'est installé et on a commandé un café à la serveuse. Ahmed n'a pas perdu de temps en politesse inutile. Il s'est penché vers moi pour m'expliquer que le district protégeait depuis longtemps certaines familles, surtout celles qui avaient de l'influence ou des relations, et qu'il essayait depuis 2 ans de faire bouger les choses de l'intérieur, depuis son élection. Je lui ai demandé franchement s'il pouvait faire quelque chose pour nous, et sa réponse a été d'une honnêteté qui, paradoxalement, m'a rassurée. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait rien promettre, n'étant qu'un membre parmi 7 au conseil, mais que si nous déposions une plainte officielle, il se battrait pour qu'une enquête indépendante soit ouverte, que le district ne s'auto-juge pas. En ressortant de ce café, j'ai ressenti pour la première fois depuis des jours comme un regain d'espoir prudent. Peut-être que finalement, je n'étais pas seule contre tout ce système. 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail m'invitant à une réunion d'urgence du PPS. Je l'ai transféré à Véronica qui m'a aussitôt appelé. « Je t'accompagne, tu n'as pas à affronter ça seule. » Le matin de la réunion, je suis passée la prendre à son bureau et on est partis ensemble à l'école. Tout le trajet, elle m'a préparé au rendez-vous, m'a expliqué le déroulement, le langage à utiliser, les points à surveiller. Dès qu'on a poussé la porte de la salle, j'ai senti mon estomac se tordre. Le district était venu en force, avec leur avocate, une femme impeccable en tailleur qui s'est présentée comme juriste du district, le directeur, la coordinatrice de l'enseignement spécialisé et la psychologue scolaire. Face à nous deux, ils étaient 5, et le déséquilibre sautait aux yeux, au point que mes mains ne cessèrent de trembler. Mais Véronica a aussitôt mis les choses au clair, posant sa mallette bruyamment sur la table avant d'en sortir une pile de documents. Elle
Elle a détaillé tous les aménagements dont mon fils avait besoin pour pouvoir reprendre l'école sans danger, d'une voix posée mais assurée, qui montrait qu'elle connaissait la loi bien mieux qu'eux. Elle a insisté sur les besoins en communication, la mobilité, le risque sécuritaire désormais prouvé, et le fait que, légalement, le district était tenu par la loi IDE de garantir une scolarité gratuite, adaptée et dans le cadre le moins restrictif possible. En cours de réunion, j'ai pris la parole pour demander une évaluation éducative indépendante et un accompagnement individuel pour mon fils, insistant à la fois sur ses difficultés à communiquer et le danger réel qu'il courait. L'avocate du district a aussitôt répondu que le manque de moyens empêchait d'envisager un accompagnant permanent, insistant qu'il fallait composer avec les besoins de tous les élèves. J'avais les joues en feu, tout en m'y attendant un peu, mais Véronica avait anticipé. Elle a planté son regard dans celui de l'avocate et, d'un ton calme, a rappelé que le budget n'excusait en rien l'absence d'adaptation prévue par la loi, qu'en cas d'incapacité du district à assurer le service, il était tenu de solliciter des intervenants extérieurs à ses frais. Elle avait préparé des décisions de justice, qu'elle a méthodiquement fait glisser sur la table vers nous. En face, la coordinatrice de l'enseignement spécialisé semblait mal à l'aise, et le principal multipliait les regards appuyés vers leur avocate, espérant sans doute qu'elle trouverait une issue à ce casse-tête. Véronica a continué sur sa lancée, expliquant qu'on détenait des preuves claires de l'agression, des certificats médicaux établissant la gravité des blessures et des témoignages sur l'inaction du personnel, en précisant que tout cela deviendrait public si l'on déclenchait une procédure officielle. Ce jour-là, toujours secouée en rentrant chez moi, j'ai reçu un mail d'un expéditeur inconnu. L'objet, laconique, vidéo de surveillance. Mon cœur s'est emballé avant même que j'ai eu le temps de cliquer. Aucun texte, juste une vidéo à télécharger, dont l'attente m'a paru interminable. Quand j'ai enfin lancé la lecture, j'ai vu le couloir tel qu'il était ce jour-là, juste avant le déjeuner. Mon fils avançait seul en fauteuil roulant lorsque Morgan et sa bande l'ont encerclé. Même sans le son, on devinait leur rire, leurs gestes moqueurs autour du fauteuil. Je les ai vus soulever mon fils pour le poser à terre, puis s'éloigner avec le fauteuil, qu'il tentait désespérément de récupérer. Et la suite m'a tellement secoué que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Plusieurs adultes sont passés sans s'arrêter. Une enseignante a jeté un coup d'œil dans le couloir, a croisé la scène, puis s'est détournée comme si elle avait mieux à faire. Un autre employé, de l'autre côté, a regardé mon fils au sol, et lui aussi a continué sa route comme si de rien n'était. Sans attendre, j'ai envoyé la vidéo à Véronica et aux policiers, mes doigts tremblants sur le clavier, ajoutant que la preuve était là. La défaillance ne touchait pas seulement les élèves, mais tout adulte ayant assisté à la scène sans intervenir. J'ai repassé cette vidéo toute la soirée, la mettant sur pause, revenant en arrière, regardant encore et encore. Ce qui m'a le plus déchiré, ce n'était pas seulement l'image de mon fils au sol, tentant de ramper, ni ces ados morts de rire qui filmaient avec leur téléphone. C'était de voir cette enseignante croiser la scène, détourner les yeux et s'éloigner, comme si mon fils n'existait pas. Cet échec du système était là, sous mes yeux, impossible à remettre en cause, désormais daté, consigné. J'ai alors compris que le problème nous dépassait, qu'il ne s'agissait pas de 3 adolescents cruels, mais d'une institution entière qui avait décidé, en quelque sorte, que mon fils ne méritait pas d'être protégé. Une école où même les adultes estimaient pouvoir passer sans s'arrêter devant un enfant en détresse. J'ai regardé la vidéo une dernière fois avant de refermer mon ordinateur, incapable d'en supporter davantage, mais les images refusèrent de s'effacer de ma mémoire. Le lendemain matin, alors que je faisais couler mon café, le policier m'a appelé et j'ai décroché tout de suite, priant pour une bonne nouvelle. La vidéo va nous servir, c'est certain, a-t-il dit d'abord, avant de changer de ton, ce qui ne présageait rien de bon. Le procureur hésite à poursuivre pour agression sur mineur parce que les images sont avant tout humiliantes, sans blessure physique suffisamment lourde. Il faut qu'on se demande ce qu'on pourra prouver devant un tribunal et sur quoi des jurés pourraient vraiment condamner. Quand la victime est en situation de handicap et que les agresseurs sont issus de familles favorisées, ça se complique toujours. J'ai senti comme un froid m'envahir alors qu'il poursuivait. Il me conseillait de miser sur la plainte au civil et la responsabilité de l'école, ajoutant « Je pense qu'on obtiendra plus de résultats comme ça ». J'avais le sentiment que le système nous laissait encore tomber, mais au moins ne nous faisait-il pas de fausses promesses. Il avait la lucidité de reconnaître les obstacles. Je l'ai remercié, puis je suis restée longtemps, assise devant ma tasse, le regard perdu. Plus tard, j'ai raconté l'échange à Véronica, qui n'a pas semblé surprise. Elle m'a confié qu'elle réfléchissait justement à une nouvelle stratégie. Porter plainte au civil contre le district pour discrimination liée au handicap et mise en danger, afin d'exercer une vraie pression et de forcer l'école à revoir ses pratiques. Fidèle à elle-même, elle a exposé d'un ton très direct les risques. Tout passerait sur la place publique. Nos noms comme la situation de notre fils seraient inscrits dans les dossiers du tribunal consultable, par tous. La procédure serait longue. Des mois, peut-être plus d'1 an. Sans garantie de victoire sur tous les points puisque les jurés restent imprévisibles, et les juges ont beaucoup de latitude. Mais, a-t-elle enchaîné, si on ne faisait rien, un autre enfant handicapé vivrait un jour la même chose, la même indifférence, des adultes passant à côté de lui sans intervenir. Je lui ai dit que je devais d'abord en discuter avec mon mari, même si je connaissais déjà ma décision, au fond. Ce soir-là, je lui ai montré la vidéo. J'ai vu son visage se fermer en découvrant ces images qui me hantaient. Nous nous sommes retrouvés tous les deux sur le canapé, après, et nous avons enfin abordé la question de Glenn, le journaliste, dont nous repoussions la discussion.
Mon mari était inquiet, ça se voyait à la façon dont il serrait et desserrait les poings, que notre fils devienne la cible des médias et que notre famille doive en subir les conséquences. Mais après avoir vu ces adultes indifférents défiler devant notre fils, j'ai senti que quelque chose venait de changer en lui. Il a dit « Si le système ne tient pas les gens responsables avec des poursuites pénales, peut-être que la pression de l'opinion publique pourrait forcer un vrai changement. » Ce soir-là, on a décidé, assis tous les deux dans le calme du salon, la vidéo encore figée sur mon ordi, de donner l'entretien aux journalistes. Le lendemain matin, j'ai appelé Glenn et accepté de lui parler, mais uniquement sous couvert d'anonymat et à la condition que notre fils ne soit pas identifiable. Il m'a assuré qu'il comprenait et qu'il publierait un article centré sur les failles du système, sans jamais utiliser notre histoire à nos dépens. 2 jours après, j'ai décroché un appel d'un numéro inconnu. Au bout du fil, une femme s'est présentée, Lucille Horton, responsable de la cellule de protection de l'enfance, chargée de réexaminer l'enquête de Marisa. Dès les premiers mots, son ton était tout autre que celui de Marisa. Calme, posé, rien d'accusateur. Elle m'a expliqué avoir tout relu, scruté les dossiers de l'hôpital, visionné la vidéo, interrogé le personnel. Elle a reconnu que la situation était limpide, que nos propos étaient confirmés par les preuves, et que les signalements faits contre nous ressemblaient franchement à des représailles, sans doute de la part des familles des élèves concernés, histoire d'embrouiller le dossier. Elle ne pouvait pas tout boucler aujourd'hui à cause du protocole qui impose un délai, mais elle remettait le dossier au niveau minimal et allait espacer les visites. Il ne resterait plus qu'un dernier contrôle dans 1 mois, puis ce serait terminé, sans la moindre mention négative. Je l'ai remerciée et j'ai senti un soulagement, un petit poids en moins, même si la colère restait vive d'avoir subi cette procédure, d'avoir encaissé tout ça alors que, fondamentalement, des familles privilégiées tentaient surtout de sauver leur image. Le soir, je préparais le repas quand mon fils est venu me retrouver dans la cuisine, tablette à la main. Depuis l'incident, il avait fait des progrès. Son écriture hésitante laissait place à des phrases de plus en plus fluides. Il s'est arrêté à côté de moi, m'a montré l'écran où il avait écrit, mot à mot, avec concentration, « Je veux retourner à l'école, mais j'ai peur ». Ces quelques mots m'ont bouleversé. Il disait tout. Il prouvait qu'il continuait à penser à l'avenir malgré le choc. On s'est assis côte à côte à la table. Je lui ai promis qu'il n'y remettrait pas les pieds, tant qu'on n'aurait pas la certitude qu'il y serait protégé, entouré. Il a hoché la tête, puis s'est remis à taper, ses doigts courant sur la tablette. « Merci ». J'ai détourné la tête. Les larmes coulaient toutes seules. Malgré tout, il gardait confiance en nous, alors qu'on l'avait placé dans cette école où il avait été blessé, alors que les adultes l'avaient lâché, alors même que le système avait douté de nous. Il croyait encore que nous saurions lui venir en aide, que nous serions à la hauteur, et il était hors de question de le trahir. Le lendemain matin, réveillée avant tout le monde, je me suis précipitée sur mon téléphone. Et aussitôt, j'ai vu l'article de Glenn en une du site local, avec un titre percutant sur la discrimination des élèves handicapés dans notre secteur. Je l'ai relu, le cœur battant, sensible à la façon dont il rapportait les faits sans jamais dévoiler nos noms, les images de la vidéo, l'indifférence des adultes, la protection accordée à certaines familles au détriment des élèves les plus fragiles. Il avait glissé des citations de Véronica sur les obligations légales d'accueil et de sécurité, et à peine mon café avalé, j'ai vu sur Facebook que l'article circulait déjà dans plusieurs groupes de parents, alimentant des centaines de commentaires. Des mamans, des papas que je ne connaissais pas, taguant des amis, disant que tout était enfin expliqué, que beaucoup s'étaient reconnus dans ces lignes. J'observais les partages grimper, 50, 100, en ayant la sensation qu'il se passait enfin quelque chose que j'aurais été incapable de provoquer à moi seule. Plus tard, dans la journée, le district a publié sa riposte sur son site et ses réseaux, en défendant bec et ongle leur version, jurant servir tous les élèves avec équité, accusant Glenn d'avoir déformé la réalité. À la lecture de leurs déclarations soigneusement rédigées, j'ai serré les dents, exaspérée par leur autocomplaisance. Mais en descendant dans les commentaires, le ton changeait. Des parents racontaient ce qu'eux-mêmes avaient vécu. Une mère dont le fils trisomique avait été enfermé dans les toilettes, tandis que personne ne répondait aux appels de son accompagnante. Un père dont la fille épileptique avait été accusée de simuler. Les témoignages s'enchaînaient. Élèves harcelés, besoins ignorés, administration refusant de voir. La pression montait, dépassant largement notre cas, et j'ai même pris des captures d'écran pour tout envoyer à Véronica, tellement c'était flagrant que le problème était systémique. Ce soir-là, alors que je cuisinais, mon téléphone a vibré. Un message d'Ahmed, celui du conseil qui m'avait reçu autour d'un café. Il annonçait que, ce jour même, une réunion extraordinaire avait été décidée et qu'ils avaient voté le financement d'une enquête indépendante sur la gestion de notre affaire et plus largement sur les politiques du district en matière de handicap. Ce n'était pas la solution à tout, mais c'était un vrai pas en avant, quelque chose qui n'aurait jamais vu le jour sans l'article de Glenn qui avait mis la pression, et Ahmed qui plaidait pour nous de l'intérieur. J'ai transféré le mail à Véronica, à mon mari, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti qu'on avançait enfin, qu'on sortait de l'impasse. 2 jours plus tard, Marisa est réapparue pour son suivi. Immédiatement, j'ai compris que son regard sur nous avait changé. Elle a déroulé sa visite en cochant chaque point de sa liste et en posant les questions habituelles, mais il était clair cette fois qu'elle se contentait de suivre la procédure, sans vraiment chercher à détecter d'éventuels problèmes. Elle a parcouru la maison, constaté que notre fils était manifestement bien entouré,
que l'appartement était sécurisé, propre et parfaitement adapté à ses besoins, et que les documents médicaux comme les plannings de thérapie attestaient d'un suivi sérieux. Elle s'est ensuite posée avec nous à la cuisine et a déclaré « Les accusations portées contre vous ne reposent sur rien de concret. Je vais recommander la fermeture du dossier sans retenir aucun fait. » Je l'ai remerciée et j'ai senti un soulagement s'installer, comme un poids de moins sur mes épaules, même si la colère d'avoir été soumise à cette enquête restait vive. J'étais révoltée que ces garçons et leurs familles aient pu détourner les services sociaux contre nous, uniquement pour fuir leurs responsabilités. La semaine suivante, Véronica m'a appelée pour m'annoncer qu'elle avait déposé dans la matinée la plainte pour violation des droits civiques contre le district scolaire. Le dossier établissait précisément leurs manquements: absence d'adaptation pour mon fils, incapacité à le protéger d'un harcèlement pourtant avéré et indifférence flagrante à la discrimination liée au handicap. Dès que la plainte a été rendue publique, Glenn a publié un article très fouillé sur la procédure et ses enjeux. Je l'ai lu dans la salle d'attente pendant la séance d'orthophonie de mon fils. Très vite, l'article a suscité une vague de réactions et de débats sur les réseaux sociaux, les parents partageant le lien et s'interrogeant sur la façon dont les écoles de leurs propres enfants géraient ces situations. 3 jours plus tard, l'avocat du district a pris contact avec Véronica pour proposer une médiation. Elle m'a expliqué que c'était désormais la norme, qu'il cherchait à éviter la phase d'instruction et un procès qui risquerait de dévoiler plus largement les dysfonctionnements du district. Après en avoir discuté, je lui ai confirmé que nous étions d'accord pour une médiation, à condition très claire de refuser tout accord financier qui leur permettrait de perpétuer des pratiques dangereuses pour mon fils. Elle m'a rassurée, me promettant d'imposer cette exigence d'emblée à leur avocat, et nous avons fixé la rencontre 3 semaines plus tard, histoire de préparer chaque argument. À ce moment-là, mon fils avait commencé à travailler avec une nouvelle orthophoniste spécialisée en communication alternative. Elle venait 2 fois par semaine, équipée d'une tablette dotée d'une application sophistiquée qui l'aidait à formuler des phrases plus longues et à enregistrer ses expressions courantes. Je le regardais s'exercer, ses mains hésitantes apprivoisant doucement l'interface, et un après-midi, il a réussi à rédiger une phrase entière sur son envie de goûter un plat découvert au supermarché. Son visage s'est illuminé lorsque la tablette a prononcé sa pensée à haute voix, et j'ai senti une bouffée d'espoir immense en le voyant gagner les moyens de s'exprimer et de communiquer sans devoir lutter pour chaque mot. C'est à ce moment-là que, malgré toutes les précautions prises pour protéger notre anonymat, quelqu'un sur Internet a découvert qui nous étions et le harcèlement a commencé. J'ai reçu des messages sur Facebook, m'accusant de profiter du handicap de mon fils pour attirer l'attention et gagner de l'argent. Quelqu'un est même allé jusqu'à créer un faux profil pour commenter tous mes posts, en m'accusant de manipuler mon enfant pour qu'il mente et de m'en servir comme d'un pion dans notre affaire. J'ai pris des captures d'écran de tout ça et les ai envoyées à Glenn, qui m'a dit d'archiver chaque élément, de renforcer mes paramètres de confidentialité et surtout, de ne surtout pas répondre à ces attaques, même si l'envie de me défendre était immense. Il a d'ailleurs publié un nouvel article sur le thème des représailles contre les familles qui osent dénoncer la discrimination liée au handicap, expliquant que ce genre de procédé visait à les intimider et à les réduire au silence. Lire son analyse m'a aidé à mettre un sens à ces agressions. Elle prouvait que nous dérangions ceux qui avaient intérêt à ce que rien ne change. Cette semaine-là, mon mari et moi avons eu une discussion difficile sur tout ce que cette bataille nous coûtait. Alors que notre fils dormait, attablé en face de moi, il m'a dit « Je suis inquiet pour la vie privée de notre fils et pour notre sécurité, maintenant qu'on reçoit des messages menaçants. » Je lui ai répondu « Pour la première fois depuis des années, j'ai le sentiment qu'on nous écoute. Garder le silence n'a rien changé, alors il fallait bien parler pour protéger notre fils. Nous avons échangé longtemps, et même si, sur la question de l'exposition médiatique, nous n'étions pas tout à fait d'accord, nous avons convenu qu'il serait sage d'entamer une thérapie de couple pour affronter ensemble cette période sans risquer d'y perdre notre équilibre. Peu après, le conseil d'administration de l'école a programmé une réunion publique consacrée aux enjeux d'inclusion et d'aménagement. Véronica a passé 1 heure à me coacher pour la prise de parole en public, m'aidant à peaufiner un discours court et percutant, axé sur les réformes nécessaires plutôt que sur l'émotion. Même si elle m'a soufflé, n'hésite pas à montrer à quel point ça compte pour toi. Le soir venu, j'attendais mon tour parmi les autres parents, mon texte replié dans mes mains moites. Quand l'on a prononcé mon nom, je me suis avancée vers le micro. J'ai pris une inspiration, et en regardant l'assemblée et les membres du conseil, j'ai commencé à raconter, la voix tremblante, ce qui était arrivé à mon fils et ce qu'il faudrait absolument changer pour protéger les autres élèves concernés. La salle est devenue silencieuse, et en repartant m'asseoir, j'ai senti tous les regards sur moi, certains compréhensifs, d'autres fermés. Mais au moins, cette fois, on avait entendu mon histoire, sans filtre ni langue de bois. 2 jours plus tard, un homme se présentant comme administrateur du district m'a appelé, souhaitant discuter d'une solution à l'amiable pour éviter d'aller plus loin sur le terrain juridique. Il m'a alors exposé leur proposition au téléphone. Le district proposait d'organiser une scolarité à domicile sur mesure pour notre fils jusqu'à la fin de l'année, en prenant tout en charge, y compris ses thérapies et la nouvelle intervenante en communication, et nous verserait 15 000 $ d'indemnité. En contrepartie, il fallait s'engager à ne rien dire publiquement sur l'affaire et à retirer notre plainte pour atteinte aux droits civiques. J'ai répondu que je devais en parler à mon avocate et j'ai raccroché.
Quand j'ai expliqué la situation à Véronica, elle n'est pas tombée des nues. D'après elle, les districts préfèrent acheter le silence des parents plutôt que de s'exposer à la lumière sur leur dysfonctionnement. Et la clause de confidentialité sert avant tout à empêcher que d'autres familles ne réclament des réformes ou soient alertées. On a longuement réfléchi ensemble, presque 1 heure à peser le pour et le contre. L'argent nous aiderait vraiment pour les frais médicaux, l'enseignement adapté garantirait la sécurité de mon fils. Mais renoncer à notre liberté de parole me semblait inacceptable. Je repensais sans arrêt à cette mère qui m'avait appelée, trop anxieuse pour témoigner de peur que sa fille ne puisse décrocher son diplôme. Si on acceptait de se taire, combien d'autres enfants resteraient vulnérables par ignorance? Véronica était claire. La décision me revenait, mais, d'expérience, elle avait vu plusieurs familles accepter des accords à l'amiable pour apprendre par la suite qu'un autre enfant avait subi la même chose. J'ai tranché. Il était hors de question qu'on signe. 3 jours plus tard, j'ai reçu un mail personnel du proviseur, le père de Morgane. Il expliquait, en tant que parent lui-même, saisir mes inquiétudes et proposait de me rencontrer en tête-à-tête, dans un café, sans avocat ni protocole officiel, pour discuter d'une solution afin de protéger tous les élèves concernés, concluant que parfois, une vraie discussion entre parents valait mieux qu'un affrontement juridique. Je n'ai pas hésité à transmettre le message à Véronica. Moins de 20 minutes plus tard, elle me rappelait, plus ferme qu'à l'accoutumée. Selon elle, c'était une technique classique pour m'intimider ou m'obtenir des déclarations à exploiter ensuite contre nous, sous couvert d'apaisement. Elle m'a fortement déconseillé tout rendez-vous. Ce soir-là, j'ai donc rédigé, avec elle, une réponse professionnelle et succincte, précisant que toute communication sur le dossier devait passer par mon avocate, en la mettant en copie. En envoyant ce mail, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'angoisse, en réalisant que je venais de dire non à une personnalité locale influente. Le lundi qui a suivi, l'article d'enquête de Glenn est sorti. Il était bien plus complet que le précédent, recueillant l'avis de 3 avocats spécialisés qui confirmaient que notre district affichait un taux anormalement élevé de refus d'aménagement comparé à d'autres dans la région. Glenn relayait aussi les témoignages anonymes de 2 anciens salariés du district, expliquant la pression qu'ils subissaient pour limiter les dépenses en éducation spécialisée et épargner certaines familles des conséquences. L'article s'appuyait sur des chiffres concrets pour montrer que les enfants de familles aisées ou bien connectés sur le plan politique étaient, en pratique, rarement sanctionnés, même pour des manquements similaires. Très vite, l'espace commentaires a explosé. D'autres parents se sont mis à partager leur histoire, et l'article s'est vite diffusé sur des groupes de parents et des associations de défense des droits des personnes handicapées. 2 jours plus tard, Glenn m'a appelé pour m'avertir que le rectorat venait de lancer un audit sur la gestion du handicap dans le secteur. Il était content, même s'il rappelait qu'une telle démarche prendrait du temps et ne déboucherait pas forcément sur des avancées substantielles, mais au moins, pour la première fois, une analyse indépendante du district serait menée. Cette même semaine, Lucille, de l'aide sociale à l'enfance, m'a appelé officiellement pour clore notre dossier. Elle a repris la formulation réglementaire, absence de preuves de maltraitance ou de négligence, dossier classé. Mais elle a laissé entendre que le timing des signalements visant notre famille et leur provenance de famille liées à l'affaire posait question. Officiellement, elle ne pouvait pas en dire plus, mais le message était passé. Elle m'a proposé les coordonnées de structures d'accompagnement familial pour nous aider à souffler un peu et à accéder à des ressources thérapeutiques. Ma famille aurait droit à ce soutien, même avec un dossier clos, si nous en avions besoin. J'ai accepté sans hésiter, tant une aide extérieure nous devenait indispensable pour tout gérer. Elle m'a envoyé la liste de contacts dès l'après-midi. J'ai été touchée, appréciant qu'au moins une personne dans cet engrenage ait eu la décence de nous traiter humainement, même au sein d'un système qui semble surtout fait pour étouffer ceux qui veulent alerter. Ahmed, de son côté, m'a demandé où en était l'enquête menée par l'expert indépendant du Conseil. Même s'il ne pouvait rien dévoiler, confidentialité oblige, il m'a assuré que cet enquêteur connaissait sur le bout des doigts le droit du handicap et les exigences en termes de conformité, et qu'il n'était pas du genre à fermer les yeux pour arranger le district. J'ai donc réuni tous nos documents, fait des copies, joint les vidéos de surveillance et préparé une chronologie détaillée de chaque étape, depuis la rentrée. L'assistante de l'enquêtrice m'a ensuite contactée pour fixer un rendez-vous. J'ai passé des heures à classer tous les éléments par ordre chronologique et à faire ressortir chaque manquement. Lorsque j'ai enfin rencontré l'enquêtrice, elle s'est montrée très attentive, prenant beaucoup de notes, me questionnant clairement sur nos démarches antérieures et les réponses que nous avions reçues. Elle n'a pas livré ses conclusions, mais ses questions montraient qu'elle comprenait bien que le problème dépassait notre seule famille. Glenn m'a mise en contact avec une experte en analyse numérique, spécialisée dans la certification de vidéos à des fins juridiques. Elle a passé en revue l'ensemble de nos enregistrements, aussi bien ceux diffusés sur Internet que les images captées par les caméras de surveillance du couloir, et a confirmé qu'il s'agissait bien de documents authentiques, non altérés. Elle a extrait toutes les métadonnées, permettant d'identifier précisément les lieux et les horaires de chaque séquence. Elle m'a expliqué que la défense contestait systématiquement la validité des vidéos, en affirmant qu'elles avaient été sorties de leur contexte ou manipulées pour charger davantage les faits. Pour anticiper ces objections, elle a rédigé un rapport technique détaillé,
incluant l'horodatage, les références des appareils utilisés et une analyse image par image attestant de l'absence de toute intervention ou retouche. En découvrant ce dossier, Véronica était ravie et a souligné que ce type de preuve technique pouvait s'avérer décisif lors d'une médiation, puisqu'il ne laissait au district aucune possibilité de remettre en cause la réalité des faits enregistrés. La semaine suivante, j'ai reçu un appel d'une avocate représentant Vince Park. Elle m'a expliqué que Vince souhaitait présenter des excuses en personne à notre famille et faire une déclaration complète sur ce qui s'était passé, ainsi que sur la responsabilité d'autres personnes, à condition que nous soutenions une demande d'allègement des sanctions à son encontre. L'avocate a bien insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une simple manœuvre, mais d'une véritable volonté de réparer, même si j'avais du mal à démêler le vrai du faux. Je lui ai répondu que je devais en parler d'abord avec mon avocat et mon fils, avant d'envisager une quelconque décision. Le soir même, je me suis installée avec mon fils, et, grâce à son application de communication, je lui ai exposé la demande. Il a mis un long moment à écrire sa réponse, les mains tremblantes, cherchant les bons mots. Quand l'application a finalement lu son message, il a dit qu'il était en colère contre tous ses élèves, mais que Vince était le seul à lui donner l'impression d'éprouver de vrais remords, et qu'il voulait entendre ce qu'il avait à dire, même si, au fond, cela ne changerait rien. Le lendemain matin, j'ai appelé Véronica pour discuter, en me demandant si ce geste révélait réellement une prise de conscience, ou s'il s'agissait simplement d'une tactique de la part de Vince pour obtenir une sanction plus légère. Elle m'a répondu que les deux pouvaient coexister, que les gens n'agissaient presque jamais pour une seule raison, mais qu'au fond, le fait qu'un élève soit prêt à témoigner ouvertement sur les événements et leur préparation pouvait véritablement renforcer notre dossier. Nous avons décidé de prendre le temps d'y réfléchir, sans nous engager pour une demande de clémence. Quelques jours plus tard, mon fils m'a prise de court en utilisant son application pour me faire une révélation qu'il avait gardée pour lui jusque-là. Il a pris le temps de rédiger un long message à propos d'une enseignante du collège. Il m'a expliqué qu'il y avait une professeure, Mademoiselle Ed Broderick, qui lançait fréquemment en classe qu'il devait s'endurcir et que les adaptations dont il bénéficiait ne l'aidaient pas à se préparer à la réalité de la vie. Il racontait aussi que cette prof l'ignorait quand il demandait plus de temps pour ses devoirs ou l'utilisation de son appli de communication et qu'au bout du compte, elle l'avait convaincu que demander de l'aide était une faute. D'après lui, ces remarques étaient parfois faites devant toute la classe, ce qui donnait aux autres élèves le sentiment qu'on pouvait le maltraiter sans conséquence. Lire ces mots m'a bouleversée, car cela signifiait que le problème ne se limitait pas à l'attitude de quelques adolescents cruels. Même les adultes censés être des référents contribuaient à créer un climat où faire du mal à mon fils devenait normal. J'ai aussitôt pris des notes et tout transmis à Véronica, qui a joint cet élément à notre dossier de plus en plus épais sur les manquements de l'établissement. Dès le lendemain, Véronica a déposé en urgence une demande d'injonction au tribunal. Elle exigeait que l'école fournisse à mon fils un nouveau fauteuil roulant adapté, le sien ayant été endommagé, qu'on lui attribue un accompagnant formé à la communication et qu'un plan de sécurité encadré soit mis en place, avec des itinéraires surveillés et des contrôles réguliers de la part du personnel. Cette requête s'appuyait sur l'ensemble de nos preuves, les rapports d'expertise et toutes les pièces établissant précisément les défauts d'aménagement de l'école. L'audience a été fixée à la semaine suivante. Après le dépôt, Véronica m'a appelé pour me dire qu'elle restait prudemment optimiste, vu la robustesse du dossier et l'ampleur du soutien obtenu, mais qu'il fallait garder à l'esprit que la justice avançait lentement et qu'un jugement favorable n'offrirait sans doute pas toutes les réparations attendues. Par contre, la réaction des autres parents m'a beaucoup plus affectée que je ne l'aurais cru. Quelqu'un a créé une pétition sur la page Facebook de l'Association des parents d'élèves, m'accusant de salir la réputation de l'établissement et de mettre la vie de tous les élèves en difficulté en réclamant des aménagements coûteux, au détriment des autres activités scolaires. Plus de 100 personnes l'avaient signé en moins de 2 jours. J'ai commencé à entendre des remarques à l'épicerie, à croiser des parents lors des réunions de l'école qui changèrent de trottoir pour m'éviter. Une mère, dont je me croyais proche, a posté sur Facebook, sans me nommer, mais de façon très transparente, que certains ne cherchaient qu'à obtenir un avantage financier et utilisèrent leur enfant pour attirer l'attention. En lisant ces mots, je suis restée assise dans ma voiture, sur le parking, et j'ai fondu en larmes. Je savais que défendre mon fils serait difficile, mais je n'imaginais pas à quel point les attaques seraient personnelles et blessantes. Ce soir-là, je me suis répété sans cesse que le fait de vouloir la sécurité de mon enfant à l'école ne faisait pas de moi la coupable, simplement parce que d'autres souhaitaient que rien ne change. Mais c'était douloureux d'être considéré comme le problème quand ceux qui avaient vraiment fait souffrir mon fils s'en tiraient à si bon compte. Et le pire a été de retrouver le nom de mon propre père, écrit de la main hésitante de mon fils. Cette trahison familiale m'a profondément marquée, bien plus que tout ce qu'avaient pu commettre Morgan ou ses camarades, parce que la douleur venait de là où l'on devait trouver du soutien, pas de l'hostilité. J'ai photographié tout ce que mon fils avait écrit, les mains si tremblantes que j'ai dû les poser sur la table pour les stabiliser. Marissa, témoin de toute la scène, n'était plus du tout la même. Oubliez la posture de l'enquêtrice méfiante, elle avait pris conscience qu'on était face à un problème autrement plus grave qu'une simple querelle entre élèves. Elle a demandé à mon fils s'il se sentait en sécurité à l'idée de rentrer à la maison avec moi. Il a hoché la tête et a aussitôt cherché ma main, ses doigts encore tout abîmés. Nous sommes partis de l'école ce jour-là avec la carte de Marissa en poche, ainsi que sa promesse qu'elle suivrait chaque piste évoquée par mon fils, sans se limiter au simple témoignage de notre famille.
3 jours plus tard, une audience d'urgence s'est tenue dans une petite salle aux murs imprégnés d'odeurs de bois et de cire. Déjà le lendemain de notre rendez-vous, Véronica avait déposé la requête et, je ne sais comment, elle avait réussi ce tour de force de nous faire passer plus vite que je n'aurais pu l'espérer. Mon fils était à mes côtés dans un fauteuil roulant d'emprunt, sa tablette sur les genoux, application de communication ouverte. L'avocate du collège, une femme grande et très élégante, s'agitait sans cesse dans ses dossiers, murmurait au proviseur, venu en personne, probablement parce que son propre fils était impliqué. La juge, une femme âgée aux cheveux gris soigneusement tirés, a adressé à mon fils le premier regard vrai, bienveillant, qu'on avait vu jusque-là. Véronica a pris la parole pour exposer nos demandes, pointant les failles criantes dans la sécurité et le besoin urgent d'adaptation concrète. Puis elle a eu une idée lumineuse. Elle a proposé à la juge que mon fils puisse témoigner grâce à son application, ses réponses étant lues à voix haute par Véronica pour le procès-verbal. L'avocate du collège a tout de suite protesté, prétendant qu'il ne s'agirait pas d'un vrai témoignage s'il n'utilisait pas sa voix. Mais la juge a tranché net. La loi impose des aménagements raisonnables pour ceux qui en ont besoin. Alors s'il peut s'exprimer grâce à la technologie, c'est ainsi que cela se fera. Voir mon fils répondre, mot à mot, sur sa tablette, a été l'une des choses les plus éprouvantes que j'ai eu à vivre. La juge s'est adressée directement à lui, lui demandant ce qui s'était passé ce fameux jour, et, sous le silence tendu de la salle, il a tapé, lentement, chaque mot pesé. Véronica lisait à mesure ses réponses. Il a raconté comment Morgan et Chris avaient attrapé son fauteuil roulant, comment Vince avait tout filmé avec son téléphone, puis la chute, la nécessité de ramper dans le couloir sous les rires et les vidéos d'autres élèves. Il a écrit sa peur, l'impossibilité de demander de l'aide, et ces adultes qui passaient sans jamais s'arrêter. Ensuite, la juge lui a demandé s'il se sentait protégé à l'idée de revenir à l'école sans encadrement, et il a simplement tapé ce mot, que Véronica a lu d'une voix un peu vacillante. Non, la juge s'est penchée vers lui. Pourquoi ? A-t-elle voulu savoir. Mon fils a composé patiemment une réponse plus longue, expliquant que l'école lui avait promis protection sans jamais la lui assurer, que les garçons responsables étaient encore là, et qu'il avait peur qu'il recommence, car personne n'était intervenu la première fois. À la fin de sa phrase, ses mains tremblaient, et il m'a fallu me retenir pour ne pas courir le serrer contre moi. La physionomie de la juge avait changé, elle s'est tournée d'un air grave vers l'avocate du district et a posé la question, celle qui m'a donné, pour la première fois, un vrai espoir. Elle voulait comprendre pourquoi, malgré tout ce qui avait été constaté, le district n'avait toujours pas instauré les mesures de base permettant à mon fils d'aller à l'école sans danger. L'avocate s'est justifiée en expliquant qu'il leur fallait du temps pour évaluer la situation et qu'il ne voulait pas créer de précédent en matière d'adaptation, mais la juge n'a pas entendu cet argument. Elle a épluché les dossiers remis par Véronica, s'attardant sur les pièces sans doute les plus marquantes. Dossiers médicaux et bandes de vidéosurveillance. Elle a demandé ce qu'il était advenu du fauteuil roulant abîmé et jeté, s'est renseignée au sujet de l'accompagnement individuel réclamé depuis des mois dans le cadre du PAP ou encore du plan de sécurité qui aurait dû être mis en place dès le début. L'avocate revenait sans cesse à la question du budget et du manque de personnel, mais la juge coupait court pour recentrer sur les obligations légales, sur l'IDEA comme sur l'ADA. Lorsque l'audience s'est terminée, j'avais soudain le sentiment que nous avions remporté quelque chose, même sans savoir précisément quoi. La juge a annoncé qu'elle rendrait sa décision dans la journée, et tandis que nous ramassions nos affaires, Véronica a serré mon épaule. Dans le couloir, elle m'a assuré qu'elle était optimiste. La juge avait très clairement perçu l'urgence et saisi l'ampleur des manquements du district. Nous sommes rentrés et avons attendu. Le jugement est tombé à 16h30 ce jour-là. Véronica m'a téléphoné pour me lire les passages importants avant de m'envoyer la décision complète par mail. La juge ordonnait, à titre conservatoire, que le district fournisse sans délai à mon fils un fauteuil roulant adapté pour remplacer celui qui avait été détruit. Elle exigeait aussi qu'on lui attribue un accompagnant individuel spécialement formé en communication alternative. Un plan de sécurité écrit devait être mis en œuvre sans attendre, avec itinéraire surveillé dans l'établissement, point de contrôle régulier par du personnel désigné et protocole précis de signalement en cas de harcèlement ou d'intimidation. Le district disposait de 5 jours ouvrés pour tout mettre en place et prouver au tribunal qu'il respectait la décision. Ce n'était pas encore tout ce que nous demandions, mais au moins, il y avait désormais une protection réelle, imposée par la loi. Je me suis affalée sur le canapé, j'ai lu l'ordonnance sur mon téléphone, et pour la première fois depuis des semaines, mes épaules se sont un peu relâchées. Enfin, quelqu'un de compétent et de légitime avait vu la réalité de notre quotidien et agi en conséquence. 2 jours plus tard, le district a fait connaître ses décisions disciplinaires par mail à tous les parents et membres du personnel. Morgan et Chris écopaient chacun de 10 jours d'exclusion et de 40 heures de bénévolat auprès d'une association tournée vers le handicap, tandis que Vince, plus âgé et responsable des enregistrements vidéo, écopait d'une sanction encore plus sévère. Il a été exclu pour le reste du semestre, soit environ 6 semaines, ce qui lui interdit d'assister à la cérémonie de remise des diplômes, même s'il pourra recevoir son diplôme. Le mail annonçant la sanction avait choisi chaque mot avec soin, insistant sur la lutte contre le harcèlement et l'importance de garantir un climat de sécurité pour tous, mais jamais le terme agression n'était employé, et la réalité des faits n'était pas vraiment reconnue. J'ai transmis ce mail à Véronica. Moins de 10 minutes plus tard, elle me rappelait. Pour elle, ces sanctions étaient dérisoires,
au vu de ce que mon fils avait subi. Mais elle soulignait aussi que dans la plupart des établissements, des élèves aussi bien placés familialement n'auraient écopé que d'un simple avertissement. Elle insistait sur le fait que la suspension du fils du proviseur pour 10 jours et que l'élève promis à Yale rate la remise des diplômes montrait que la pression publique et la décision du tribunal avaient leur portée. C'était loin d'être suffisant, évidemment, mais tout de même bien plus que ce que nous aurions obtenu si nous étions restés silencieux. 2 jours après l'annonce de la sanction, le district a pris une autre décision, à mes yeux plus lourde de sens que celle qui visèrent les élèves. Monsieur Aguirre, le principal qui avait tenté de minimiser toute l'affaire en parlant de simple chamaillerie, a discrètement été mis à pied dans l'attente des conclusions de l'enquête indépendante. L'information a circulé par un mail du rectorat qui évoquait vaguement des raisons de personnel et la nécessité d'une évaluation neutre. Parallèlement, l'infirmière scolaire qui n'avait ni consigné correctement les blessures de mon fils, ni alerté les autorités, a reçu un avertissement officiel, maintenant inscrit à son dossier. Ahmed m'a écrit personnellement pour confirmer que ces mesures étaient le résultat direct de la pression exercée par le conseil d'administration et des premières conclusions de l'enquête indépendante. L'enquêtrice avait d'ailleurs pointé d'importantes défaillances dès l'arrivée de mon fils à l'infirmerie, ce qui donnait bien plus de poids à ces sanctions administratives qu'à celles prises contre les élèves. Elle reconnaissait ouvertement que les adultes chargés de veiller sur mon fils n'avaient pas assumé leur rôle et que cela aurait des conséquences pour eux. Lucille, de la protection de l'enfance, m'a appelé une dernière fois, environ 1 semaine après l'audience, pour me notifier officiellement la clôture du dossier. Son ton tranchait avec celui de Marissa. Elle restait professionnelle, mais une vraie chaleur se percevait derrière ses mots. Elle m'a expliqué que, bien que le dossier soit clos et qu'aucun élément de maltraitance ou de négligence ne soit retenu contre nous, il restait archivé à la rubrique « Services offerts ». Autrement dit, si un jour nous avions besoin d'un accompagnement familial, d'une aide ponctuelle ou d'un suivi thérapeutique, nous pourrions directement solliciter la protection de l'enfance sans avoir à repasser par une nouvelle enquête. Elle a parcouru avec moi tous les documents officiels, revu les dates et les constats, et s'est assurée que je comprenais bien qu'aucune restriction, aucun suivi n'était prévu. Et puis, elle m'a confié quelque chose qui m'a touchée profondément, me donnant enfin l'impression d'être entendue comme jamais auparavant. « Je suis contente que vous ayez osé vous défendre », m'a-t-elle dit, car trop de familles n'ont ni les moyens, ni l'énergie de contester des signalements diffamatoires, montés comme l'a été le vôtre. Elle m'a expliqué que des situations comme la nôtre, où l'on voyait clairement que les signalements étaient dans des représailles et où toutes les preuves soutenaient la famille, aidèrent les services sociaux à repérer certains schémas et à se montrer plus vigilants face à des séries d'alertes douteuses. Ça n'effaçait pas la violence ressentie lors de l'enquête menée chez nous, mais j'étais au moins soulagée de savoir qu'une personne dans tout ce système avait compris ce qui s'était passé. La semaine suivante, il a fallu s'adapter à notre nouvelle routine avec l'accompagnante de mon fils. Elle s'appelait Rita, une femme d'une 50aine d'années pleine de douceur, avec des mèches grises dans ses cheveux sombres, des mains patientes qui prenaient tout leur temps et ne forçaient jamais mon fils. Elle était formée à la communication alternative et avait de nombreuses années d'expérience auprès d'enfants ayant des besoins complexes. Le premier jour, elle est venue à la maison, avant la reprise des cours, pour rencontrer mon fils. Je l'ai observé se présenter tout simplement, lui montrer sa propre application de communication et lui expliquer patiemment comment elle l'aiderait à mieux utiliser la sienne. Jamais elle ne prenait un ton condescendant. Jamais elle ne laissait entendre que ses difficultés de communication l'empêchèrent d'avoir une opinion ou de comprendre les situations. Elle lui posait une question et attendait patiemment qu'il rédige sa réponse, quel que soit le temps que cela prenne. À l'issue de cette première rencontre, mon fils avait tapé qu'il se sentait prêt à retenter l'école si Rita l'y accompagnait. Le fauteuil roulant adapté est arrivé 3 jours plus tard, livré par un prestataire avec lequel le rectorat avait un contrat, conformément à la décision du tribunal. Cette fois, il était enfin à la bonne taille, avec un bon maintien, des freins fiables et des roues qui roulèrent parfaitement bien. Mon fils s'est assis dedans, a esquissé un sourire soulagé, qui m'a fait prendre la mesure de la douleur qu'il avait supportée jusque-là dans l'ancien fauteuil trop étroit. Rita lui a montré comment régler les repose-pieds, comment verrouiller les freins, abordant le fauteuil comme un outil d'autonomie, bien loin de la simple chaise roulante. 1 semaine environ après l'audience, Glenn a publié un nouvel article, cette fois centré sur les graves manquements révélés par notre dossier et sur les changements en cours. Il a cité l'ordonnance du juge, détaillant scrupuleusement chaque adaptation imposée au rectorat et la raison pour laquelle ces besoins élémentaires n'avaient pas été assurés depuis le début. On retrouvait aussi un témoignage d'Ahmed qui expliquait l'engagement du conseil d'administration à revoir toutes les procédures d'accompagnement et pas seulement celles du lycée. L'article revenait sur l'enquête indépendante, les sanctions tombées contre le chef d'établissement et l'infirmière et présentait l'affaire comme le déclic qui, enfin, allait peut-être forcer une réforme en profondeur de la gestion du handicap et du harcèlement dans le secteur. Glenn y avait intégré les témoignages d'associations de défense des droits des personnes handicapées qui rappelaient à quel point ces défaillances étaient courantes et à quel point la plupart des familles n'avaient jamais de réelle chance de se défendre comme nous avions pu le faire. Lire l'article m'a réellement donné à penser que toutes les galères traversées pourraient servir à éviter qu'une autre famille ne revive les mêmes épreuves. Ce n'était plus juste l'histoire de mon fils, c'était celle d'un système à changer, d'un système qui avait laissé tomber bien trop d'enfants depuis trop longtemps. Un mardi après-midi,
Véronica m'a appelé pour me dire que le rectorat souhaitait une médiation formelle plutôt que de courir le risque d'un procès. Elle n'était pas surprise. Les académies cherchent toujours à régler discrètement quand les preuves sont solides et la presse mauvaise. Elle avait tout anticipé. Un accord rédigé en détail, indemnisant nos frais médicaux, les thérapies, la souffrance endurée par mon fils, mais surtout, elle exigeait des mesures concrètes pour l'avenir. Formation obligatoire de tous les personnels aux droits des élèves handicapés, audit régulier sur l'application réelle des plans d'accompagnement, un protocole rigoureux pour enquêter sur les actes de harcèlement visant ces jeunes et un système de signalement anonyme accessible à tous, élèves comme adultes. Nous avons passé des heures entières au téléphone puis à son cabinet à examiner chaque clause, parce que je voulais qu'aucun élève ne se retrouve à nouveau abandonné comme l'avait été mon fils. Pas question simplement de nous offrir une compensation pour acheter notre silence. Environ 2 semaines après l'audience, l'avocat de Vince a pris contact avec Véronica pour proposer une séance de justice restaurative. Il expliquait que Vince désirait présenter ses excuses à mon fils et assumer ce qu'il avait fait, dans un cadre sécurisé avec un médiateur, si nous l'acceptions. Avec Véronica, nous avons longuement pesé le pour et le contre, sachant que cela pouvait aussi bien venir d'une vraie volonté que d'une manœuvre pour se protéger. J'en ai discuté avec mon fils grâce à son application de communication, lui expliquant ce qu'est la justice restaurative, le but de la rencontre, tout en lui rappelant qu'il était libre de refuser, que cela ne changerait rien à la procédure déjà lancée. Il a tapé, longtemps, à son rythme. Finalement, il a écrit qu'il voulait entendre ce que Vince avait à dire, qu'il avait besoin de comprendre le pourquoi de tout cela. Nous avons accepté, à condition que plusieurs règles très strictes soient posées par Véronica. Mon fils pourrait quitter la pièce à tout moment, Vince devrait tout assumer sans détour ni justification, rien n'empêcherait d'utiliser l'échange en justice si nécessaire, et la médiation ne nous engageait à rien, surtout pas à moins défendre nos droits. La session a eu lieu un samedi matin dans un centre-ville, dans une pièce sobre, fauteuil en cercle, boîte de mouchoirs posée sur la table. La médiatrice, calme et attentive, a rappelé le cadre, les règles. Chacun est là librement, doit assumer ses actes, et la compréhension est le but recherché. Vince faisait face à mon fils et moi, entourés de ses parents, mal à l'aise, inquiets. Rita était venue, à la demande de mon fils qui voulait se sentir moins seul, et Véronica prenait silencieusement des notes. Vince a commencé par lire une déclaration manifestement rédigée avec son avocat. Tout y était, la reconnaissance, l'empathie, mais dans un langage trop travaillé. Puis soudain, il a reposé sa feuille, et sa voix s'est fêlée. Je savais que c'était mal, même en le faisant. J'avais mal au cœur de filmer, mais j'ai continué parce que l'approbation de Morgan comptait, je ne voulais pas passer pour celui qui dit non. Il a raconté le moment où il a vu mon fils à terre, en sachant à quel point c'était cruel, mais il s'est persuadé, comme les autres, que tout ça n'était qu'une blague qu'on finirait par raconter en riant. Mon fils a utilisé son appli pour formuler ses questions, que Rita lisait à haute voix à Vince. Pourquoi avoir filmé au lieu d'aider? Est-ce qu'il avait compris à quel point il avait eu peur? À quel point tout cela l'avait blessé? Vince a répondu, maladroit, hésitant, mais sans détour, admettant qu'il avait refusé de réfléchir à la terreur de mon fils parce que c'eût été trop dur de reconnaître ce qu'il faisait vraiment. Au bout de près de 2 heures, tout le monde était à bout, vidé, mais c'était la première et l'unique fois qu'un des garçons avait vraiment pris ses responsabilités et confronté la souffrance de mon fils, sans avocat ni administration scolaire pour détourner la vérité. Je regarde mon fils tracer lentement quelques mots sur sa feuille, et mon cœur manque un battement lorsqu'il écrit, au milieu des autres noms, celui de mon père. L'homme qui autrefois faisait sauter mon fils sur ses genoux, qui répétait qu'il l'aimait, avait visiblement contribué à ce mal plus qu'on osait l'imaginer. Marisa aussi l'a remarqué et a pris des notes. Je comprends alors que l'enquête dépasse désormais le cadre de l'école et de ses garçons, et vient toucher directement ma propre famille. Ce soir-là, une fois mon fils endormi, j'appelle ma mère. Je la questionne sans détour. Est-ce que papa a déjà fait du mal à mon fils? Il y a un long silence, puis elle finit par admettre tout bas que papa pensait que la fermeté était bénéfique, que le forcer à agir sans fauteuil ou ignorer ses tentatives de communication pouvait finir par le rendre plus fort. Je raccroche sans un mot d'au revoir et reste là, figée dans la pénombre de la cuisine, en essayant de comprendre comment mon propre père, en qui j'avais toute confiance, a pu faire du mal à mon fils sous prétexte de vouloir l'aider. 1 heure plus tard, mon mari me retrouve. Je lui raconte tout, et nous prenons la décision qu'à partir de maintenant, mon père n'aura plus le droit d'approcher notre fils, peu importe les conséquences. 3 jours passent, et ma mère m'appelle, espérant que papa pourra s'expliquer, qu'il souhaite présenter ses excuses et voir son petit-fils. Je lui réponds que non, que je n'ai plus envie d'entendre d'excuses masquées par de la prétendue fermeté, alors que ce qu'il a fait, c'est de la cruauté déguisée en discipline. Elle insiste. Il pensait bien faire, il vient d'une autre époque. Mais je la coupe pour lui expliquer que tant qu'il ne reconnaîtra pas sincèrement le mal causé, tant qu'il ne comprendra pas la gravité de son comportement, il ne reverra pas notre fils. Il ne suffit pas de s'excuser parce que je suis en colère. Ça me brise le cœur de devoir tourner le dos à celui qui m'a élevé, en qui j'avais cru trouver un soutien inébranlable, mais ma priorité reste de protéger mon enfant. Ma mère fond en larmes au téléphone, me reproche d'être trop dure, mais je mets fin à la conversation et bloque le numéro de mon père, incapable d'entendre de nouvelles tentatives de justification. Le soir même, je tombe sur de vieilles photos où mon père tient mon fils bébé dans ses bras. Je me vois obligée de les enfermer dans une boîte au fond du garage, parce que les regarder me rend malade.
L'année scolaire continue, et 2 semaines après la fameuse réunion de justice réparatrice, je reçois un mail de la direction. Un message sec où il est écrit que M. Broderick, le professeur pointé du doigt par mon fils, quittera l'établissement à la fin du semestre. Rien sur le pourquoi, aucune reconnaissance des faits, juste quelques lignes polies pour le remercier de ses années de service. J'envoie le mail à Véronica, qui me confirme que tout cela est banal, que l'administration préfère accepter sa démission en toute discrétion pour éviter un scandale ou des sanctions officielles. Il n'y aura donc ni confrontation, ni explication, ni excuse publique, juste son absence. Ce départ sonne étrangement vide, car lui s'en va. Mais c'est mon fils qui devra longtemps encore porter le poids de ce qu'il a subi. Au moins, il ne le croisera plus s'il retourne dans ce collège. J'annonce la nouvelle à mon fils via son appli. Il m'écrit qu'il est soulagé, mais qu'il aurait préféré que ce professeur reconnaisse ses torts. Je comprends parfaitement ce qu'il ressent, et je lui explique que le système protège parfois les adultes, même quand ils n'ont pas été à la hauteur, et que c'est précisément pour ça qu'on se bat pour changer les choses. Après des semaines de préparation avec Rita, qui l'a épaulé pour reprendre les trajets et regagner en confiance, mon fils retourne progressivement à l'école début novembre. Pour l'instant, il n'assiste qu'aux matières principales. On lui a préparé des parcours pour éviter les couloirs bondés, et Rita l'accompagne d'une classe à l'autre pour veiller sur lui. Le premier jour, je reste à la maison rongée par l'angoisse, scrutant mon téléphone toutes les 5 minutes, incapable de faire autre chose qu'attendre l'appel redouté. Quand je viens le chercher, je cherche sur son visage le moindre indice de malaise ou de blessure, mais il a l'air de bien aller. Sur son appli, il me montre. Ça s'est bien passé, et il partage une photo prise par Rita en cours de sciences. Lui, assis à son bureau, son fauteuil adapté, son appareil de communication à côté. Pas d'incident, pas de moquerie, personne pour le filmer ou lui voler son fauteuil, juste une journée d'école ordinaire, un peu monotone, où il a appris les réactions chimiques et pris des notes. Une routine qui paraît banale à tant de parents, mais qui, pour nous, relève presque du miracle tant il a fallu se battre pour y parvenir. Sur le trajet du retour, il me tape que son prof de sciences était sympa, qu'un autre élève lui a posé une question sur son appli, et je dois m'arrêter, submergée par les larmes, incapable de conduire. Cette semaine-là, je découvre un groupe de soutien pour parents d'enfants en situation de handicap, qui se rassemble chaque semaine dans une maison de quartier à 20 minutes de la maison. J'ai failli ne pas y aller la première fois. L'épuisement et la perspective de raconter notre histoire à des inconnus me paraissaient insurmontables, mais quelque chose m'y pousse. Une douzaine de parents sont là, installés en cercle, du café et des gâteaux sur le côté. Je me présente, j'explique rapidement pourquoi je suis venue, plusieurs hochaient la tête comme s'ils avaient vécu exactement la même chose. Pendant 1 heure, j'écoute des parents raconter leur combat avec l'éducation nationale pour obtenir des aménagements, les refus d'assurance devant du matériel indispensable, le regard des autres qui saisissent mal la réalité de leurs enfants. Une maman, dont la fille souffre de paralysie cérébrale, raconte comment l'école a voulu l'isoler dans une autre classe. Un père évoque 3 années d'audience pour obtenir un accompagnement adapté à son fils. En écoutant ces témoignages, je me sens moins seule que jamais depuis des mois, comme si j'avais enfin trouvé des gens capables de comprendre cette fatigue et cette détermination propre à ceux qui doivent se battre dans des systèmes qui ignorent nos enfants. On s'échange les numéros, quelqu'un m'ajoute à leur groupe de discussion où circulent des astuces et des mises en garde sur les prestataires douteux. C'est là que je réalise que j'ai trouvé des gens qui comprennent vraiment, bien plus que ne pourraient jamais le faire les amis, même les plus attentifs. À la mi-novembre, presque 2 mois après cette journée cauchemardesque, j'ouvre une grosse enveloppe des services sociaux, tamponnée de leur logo officiel. À l'intérieur, la lettre de clôture de l'enquête, qui confirme qu'aucun signe de maltraitance ou de négligence n'a été relevé, que nous avons su nous occuper de notre enfant comme il se doit et le défendre face à l'adversité. On y précise aussi que nous avons été mis en contact avec des dispositifs d'aide et qu'aucun suivi n'était nécessaire désormais. La signature de Lucille figure au bas de la page. Je relis la lettre à 3 reprises, juste pour être certaine de bien comprendre, pour me convaincre que ce cauchemar est enfin derrière nous, puis je la classe soigneusement dans le dossier où dorment tous nos papiers. Je veux garder en mémoire ce que l'on ressent quand, chez soi, on se retrouve passé au crible, que l'on remet en question notre façon d'être parent, que l'on se demande, l'angoisse au ventre, si l'on pourrait faire du mal à son propre enfant. Parce que je veux être capable, un jour, d'aider d'autres familles confrontées à ces accusations absurdes. Ce soir-là, j'annonce à mon fils que les services sociaux ont officiellement refermé le dossier et qu'il n'aura plus à répondre à leurs questions. Il tape bien sur son appli, avec une détermination inhabituelle. Une fois notre fils endormi, mon mari et moi ouvrons une bouteille de vin. Ce n'est pas vraiment pour fêter. Il y a eu trop de dégâts pour ça. Mais on est là, encore debout, et c'est déjà beaucoup. Nous avons traversé des tempêtes qui ont mis notre couple à rude épreuve. On ne s'est jamais autant disputé, et il ne restait plus grand-chose entre nous en dehors des plannings de rendez-vous et des réunions avec les avocats. On a fini par commencer une thérapie de couple avec une spécialiste de l'accompagnement des familles confrontées au stress du handicap. Et dès la première séance, un petit quelque chose change. On arrive enfin à mettre des mots sur nos peurs respectives, à dire qu'on a réagi différemment face à la crise. Mon mari raconte à la thérapeute à quel point il s'est senti impuissant et combien il avait envie de nous protéger en gardant tout pour nous, par peur d'exposer davantage notre fils et d'alourdir le traumatisme. Moi, j'explique que défendre les droits de notre enfant était, pour moi, la seule vraie façon de le protéger. Me taire, c'était laisser faire les injustices et abandonner d'autres familles à la même menace.
La thérapeute nous écoute, puis nous aide à voir qu'au fond, nous voulons la même chose. Il fallait juste apprendre à se soutenir l'un l'autre, au lieu de se battre pour des stratégies différentes. Elle nous donne une consigne simple, prendre le temps, chaque jour, de se demander comment l'autre va et de dire clairement de quoi on a besoin. On quitte cette séance main dans la main, chose qui n'était pas arrivée depuis des semaines. Fin novembre, peu après 2 mois du début de l'affaire, un soir, mon fils s'exerce sur son appli de communication, à la table de la cuisine où je prépare le dîner. Il l'utilise de mieux en mieux, tape de plus en plus vite, et je jette de temps en temps un œil à ses messages. Soudain, il me fixe d'un air indéchiffrable, puis appuie sur le bouton vocal. La voix métallique de l'application énonce calmement une phrase entière, construite avec soin, mot après mot. Je suis fière de moi parce que j'ai été courageux. Ce ton un peu froid donne paradoxalement plus de portée à l'émotion. C'était ses propres mots, ses vraies pensées, rendues possibles par la technologie, là où tout aurait été trop difficile autrement. Je fuis la pièce un instant, submergée, les larmes aux yeux, mais sans vouloir qu'il pense que je suis triste. Je reste dans le couloir, main plaquée sur la bouche, les larmes dévalant mes joues, bouleversée de voir que mon fils, que certains ont voulu briser, est toujours là, plus vivant que jamais. Quand je reviens, il me regarde, un peu inquiet, et tape. « Ça va ?» Je le rassure. Je lui dis que oui, que je vais bien, que même je n'ai jamais été aussi fière de lui, au point d'en perdre le souffle. Ce soir-là, une fois tout le monde au lit, je m'installe à mon bureau. J'ouvre le fichier où j'ai consigné, jour après jour, chaque étape de cette épreuve. J'y note les dernières avancées. Son retour à l'école, le groupe de soutien, la thérapie, ses progrès avec l'application. Je sais bien que la lutte n'est pas finie. La médiation avec l'académie attend, l'enquête indépendante n'a pas encore rendu ses conclusions, il faut toujours vérifier sur le terrain si les aménagements ordonnés par le tribunal sont bien appliqués. Mais à relire notre histoire, je réalise tout ce qu'on a parcouru depuis ce tout premier jour terrifiant. Mon fils est mieux protégé, il a un fauteuil adapté, une aide formée, des outils pour s'exprimer. Il bénéficie aujourd'hui de droits qui n'existaient même pas auparavant. Nous avons construit un réseau solide, de Véronica à Rita, du groupe de parents à notre thérapeute. Le système n'a pas assuré le rôle qu'il aurait dû, et cette faille fera partie de notre histoire. Mais on veille à ce qu'à l'avenir, il fasse mieux, petit pas par petit pas. Je sauvegarde le document, à 3 endroits différents, car cette trace compte, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui prendront le relais. L'histoire s'arrête là. J'aime transformer nos petites histoires en quelque chose d'utile, au quotidien. Si celle-ci a pu servir, même un tout petit peu, alors c'est déjà une victoire pour nous deux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite.